Bienvenue chez Caro, le podcast de Caroline Zaleski. Je suis ultra reconnaissante d'être présente à cet instant précis dans tes oreilles. Tu me connais peut-être sous le nom d'Atod, ma marque de prêt-à-porter éthique, ou de Garde-robe minimaliste, mon cabinet de conseil en images. Mais ce que tu dois retenir, c'est que je suis une femme comme toi. J'ai été moquée sur mon physique, j'ai connu le harcèlement, les crises d'angoisse et cette impression de ne jamais être assez comparée aux autres. Et pourtant, une seule chose ne m'a jamais quittée, cette petite voix intérieure qui murmurait « Tu peux y arriver ». Cette force-là, je l'appelle la confiance en soi. Parce qu'on vit toutes les mêmes choses, aujourd'hui, je prends le micro pour t'aider à retrouver ce pouvoir-là, toi aussi. À chaque épisode, que je sois seule ou avec un invité, on va explorer à travers nos vécus comment renforcer notre estime de soi, notre amour de soi et notre confiance en nous. Tu repartiras avec des outils concrets, pratiques et faciles à mettre en place dans ton quotidien. On passera par le vêtement, mon expertise, mais aussi par le sport, la danse, le théâtre, le coaching, le dev perso et bien d'autres chemins. Mon objectif, que tu n'aies plus honte de qui tu es et que tu oses être toi. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bienvenue chez Caro, let's go. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on est sur un nouveau format, un format interview. Je vous avais dit que je voulais accueillir justement des experts dans des domaines particuliers pour vraiment montrer le lien entre la confiance en soi et le rapport au corps. Donc là, aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une amie, Sarah, qui a été ma toute première prof de yoga. On s'est rencontrés il y a 1 an et demi, c'est ça. Et je voulais la faire intervenir parce elle m'a partagé son parcours et je trouve que son parcours est incroyable et surtout, elle a démarré le yoga à 35 ans, alors qu'aujourd'hui, elle en a 46. Et donc, je trouve ça assez hallucinant de démarrer une pratique et de la maîtriser autant. Donc voilà pourquoi je voulais interviewer aujourd'hui Sarah, pour qu'on puisse vraiment parler de son parcours, de toutes les pratiques corporelles qu'elle a découvertes et qui l'ont vraiment aidé à se reconnecter à son corps, à se guérir et à retrouver confiance en elle. Donc, bienvenue Sarah dans ce premier épisode interview. Merci. C'est trop bien. Donc, tout d'abord, on va parler du parcours de Sarah, parce que je trouve que ton parcours, il est assez incroyable, et surtout ton histoire depuis petite, où finalement, il y avait déjà une pratique au corps, une pratique au corps qui existait, qui était la danse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la petite Sarah? Oui, bien sûr. Il faut dire déjà que je suis née par des parents très jeunes. Oui. Donc, je suis d'origine italienne et mon père, il avait 23 ans, ma mère 18. Donc, j'ai grandi dans un environnement actif, inspirant, artistique. Mon père, il joue de la musique, il fait de la guitare. Donc, j'ai grandi dans la musique. Et ma mère, avant d'être enceinte de moi, elle jouait l'harpe. Ok. Voilà. Donc vraiment, j'arrive au monde dans la musique. Avant de sortir de ma mère, j'étais dans la musique et je pense que ça a vraiment, comment dire, déjà dirigé un peu ma manière de vivre le monde, d'arriver au monde pour la vibration physique, le contact avec mon père, dans le corps de ma mère, c'était un peu la vibration de la musique. Et je suis sensible aux vibrations en général, à toute cette typologie de vibrations, le son, le voix. Je suis sensible à ça. Et de toute petite, j'ai commencé à bouger, danser. Et en fait, à 4 ans, j'ai dit à ma mère que je voulais faire le ballet. C'est vrai qu'il y avait une amie de la crèche qui faisait ballet, donc ça m'a un peu donné de la curiosité. J'ai commencé ballet et j'ai plus jamais arrêté de danser, à part un petit moment qu'après on va en parler. Et donc j'ai commencé le ballet, que tu sais quand on est petit c'est juste un jeu. Et après danse moderne, contemporaine, après tout un parcours, voir en détail. Ok. Donc la danse toujours depuis toute petite, mais c'était pas que un cours par semaine. Au début, oui. Ouais.
Mais après, ça commence à être 2, après 3. Après, j'allais, même quand je pouvais pas payer, j'allais regarder Ok. comme Ouais. ça à la porte. J'ai passé pratiquement ça. J'allais à l'école, je faisais mes devoirs et j'allais à l'école de danse. Ok. Voilà, j'ai passé un peu. Après aussi, j'ai eu un moment je fais la gymnastique artistique. J'étais toujours curieuse de le sport, tout ce qui c'est corporel, physique. C'était facile pour moi et inspirant. Et Ok. oui, j'ai toujours aimé aussi l'athlétique. C'était un moment que je courais. Ok. Là, Ouais. de petit, bah, à l'école, c'est rien de agonistique. Mais oui, un peu, oui. Toujours ça. Explorer, voilà. Ok. Mm. Et à ce moment-là, ça t'apportait quoi justement c'était vraiment la passion de la danse ou tu sentais que quand tu dansais, ça te permettait de t'évader, d'être dans un état différent ou c'était vraiment la passion comme il y en a, voilà, moi la passion c'était l'équitation donc c'était aller au cheval ou tu sentais que vraiment ça t'apportait un bien-être est-ce que tu le conscientisais déjà en étant petite? Non, je conscientisais pas. Mais ça me faisait du bien. Ouais. En fait, je pense un peu qu'il me permettait un peu d'un côté de sortir, entre guillemets, de la réalité, même si j'avais pas de problème, mais bon. Oui. On a toujours des problèmes. Ouais, d'accord. Euh, mais aussi être moi-même. C'était l'espace et le moment pour être moi-même et bouger, m'exprimer et voilà. Ok. C'est Super. mm. Et justement, quand est arrivé le moment de déterminer un peu quel métier tu allais faire, Mhm. est-ce que, étant donné que tu as été tout le temps voilà, dans la danse, dans les pratiques corporelles, la gymnastique, l'athlétisme, tu t'es dit, OK, bah, je vais rester dans la danse et je vais en faire mon métier. Mhm. Est-ce que t'es parti là-dedans ou pas? Ok, bonne question. En fait, il y a eu un moment important de ma vie, c'était quand à mes 15 ans, plus ou moins. C'est un moment spécial où tu commences à être femme, la transition hormonale, tout ça. Il y a eu plusieurs changements dans ma vie. On a changé de maison, est arrivé mon frère, plusieurs choses. Et là aussi un changement de corps. OK. Voilà. Et en fait, c'est là aussi que c'était la première fois où il y avait une confrontation, comparaison de mes amis vers moi sur mon corps et j'ai commencé à avoir un peu la honte de mon corps parce que j'étais toujours un peu, je toujours découvre, même, OK, ouais. même si j'ai petit, mais voilà, T'avais des courbes, alors que elles étaient quoi? Toutes filiformes? filiforme Et et toi, seins et hanches, quoi. oui, OK. et ça, mon adolescence, c'est dans les années 90, Ouais. quand le modèle de beauté, c'était Kate Moss. Ouais. Et c'était pas du tout, non, ça, non. Ah ouais. D'accord. Donc là, c'était un peu le premier moment que j'ai commencé à me regarder en tant que corps, à un niveau esthétique, et avoir mes premiers troubles complexes, voilà. Et pour répondre à ta question, à côté de mon intérêt pour le corps, j'aimais aussi dessiner. OK. C'était vraiment, j'ai un talent pour le dessin. Je suis pas l'experte, mais c'est facile pour moi de dessiner. Je faisais toujours des copies, des portraits. Vraiment, c'est vraiment facile pour moi. Tout en précision, très. Et donc, quand c'est arrivé pour le moment de choisir euh, Ton orientation. une orientation Ouais. professionnelle, voilà, des études, mon père m'a dirigée vers un boulot plus pratique. Mais il faut que je revienne un peu derrière. Parce que comme j'avais aussi la passion du dessin et tout ça, de l'histoire, moi j'adore étudier. Toujours très 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 bonne à l'école. C'était un jeu pour moi, j'adore étudier. OK. Et ben un jour dans ma petite ville en Italie, il y avait une fontaine où normalement je jouais, qui était couverte et fermée.
Ok. Je lui demande, mais c'est quoi ça? Mais pourquoi? Je peux pas aller. Et mon père, c'est très, très important que les parents répondent bien aux questions des enfants. Il m'a répondu vraiment sérieusement. Il m'a dit, il y a une restauration en cours. Je lui demandais, mais qu'est-ce que c'est la restauration de patrimoine? Il m'a expliqué. J'ai dit, non, mais incroyable, mais moi, je veux faire ça. Quand je suis adulte, je vais faire ça. Et là, j'avais 8 ans. Ah ouais. Oui. Donc, c'était la première graine d'idée de restauration de patrimoine, l'histoire, la culture, voilà. Et a toujours grandi parallèlement à mon amour pour la danse et le mouvement. Oui. Mais justement, comme je te disais, à 15 ans, 18 ans, 16 ans, le corps, c'était aussi un espace difficile. Hein, pour la question de l'adolescence, de la comparaison, de la compétition avec les autres. Et moi, j'avais pas le caractère pour gérer des compétitions, des exclusions, j'avais pas ce caractère que peut-être je dis je peux avoir. Ouais. Je souffrais beaucoup ça. Ok. Si je suis poisson. Ok. Je suis pas experte en astrologie, mais sûrement que. Sensible et on supporte pas la compétition. Ok. Voilà. C'est mon essence dans ce moment-là. J'ai beaucoup travaillé sur ça. Et vraiment de choisir. Et ni moi, ni mon père, on considère pas du tout La danse. non. Ah, la question. Mais, okay. Toi, par rapport à quoi? Moi, par rapport, j'avais pas le courage de demander à mon père ça, de considérer que la danse, ça pouvait être un boulot. Ok. En plus, il faut dire aussi que Italie, c'est différent que France. Parce qu'en France, il existe l'intermittence, l'art, c'est considéré comme un boulot possible. Oui. En Italie, pas du tout. Et surtout, pas dans les années 90. Absolument pas. Et en plus, il faut toujours ajouter un peu l'histoire familière. Pour mon père, il est un musicien très talentueux, mais ses parents, ils ont, pas. C'est interdit. Ok. Dans son histoire, et aussi c'est son père, son grand-père, c'est interdit d'être un artiste. Interdit dans le sens que c'est pas un boulot. Ouais. Oui. C'est pas l'argent n'entre pas par la musique. Jouer un chanson. Voilà. Ouf, en fait, pas du tout. C'est pas considéré. En plus, mon père, responsable, père jeune, 23 ans, il dit non, que ma première fille, j'étais la première. Si je vais investir, en plus, je faisais trois travails pour me payer les études. Si je vais investir, c'est pour qu'elle puisse être autonome économiquement avec un boulot qu'elle aime. Parce qu'en fait, j'aimais la question de la restauration, tout ça. Et en fait, après, j'ai compris tout ça. Mais donc, je veux vraiment, ça, j'avoue que pendant 15 ans ou 20, c'était toujours quelque chose que j'ai beaucoup souffert. Je me disais, mais pourquoi mon père, t'as pas poussé à, mais après, franchement, je remerciais parce qu'en fait, c'est moi, avec ma force qui a cherché et a trouvé mon chemin. Je suis contente, en fait. Voilà. Et en plus, ce boulot m'a vraiment aidé à avoir une autonomie financière. Parce que moi, à 21 ans, j'étais restauratrice. Parce que finalement, j'ai étudié restauration de pierre et peinture murale. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi vraiment la restauration? Oui. S'il y a des personnes qui. Oui, bien sûr. Surtout en Italie, parce qu'on est quand même dans le pays. Oui, on est dans le pays. Il y a 80% de patrimoine culturel mondial en Italie. Seulement en Italie. Imagine-toi, non, mais c'est la folie. En Italie, on grandit là, on se rend pas compte, mais quand on sort et on rentre, oui, on se rend compte. Donc, il y a vraiment une culture de la restauration. Donc, la restauration, c'est quoi? En général, c'est reconstruire ou donner la valeur au patrimoine culturel. Ça peut être une peinture, un monument, sculpture, un objet qui est considéré patrimoine culturel. Ce qu'on voit dans le musée, par exemple, qui s'est exposé, il y a quelqu'un qui derrière a, par exemple, a nettoyé la terre, si on a pris des objets archéologiques,
la nettoyer, la protéger pour l'exposer, D'accord. le plus de temps possible. Ok. Et donc là, tu fais combien d'années d'études pour faire ça? Enfin, un petit peu, voilà, tu m'avais dit que tu avais été dans 2 villes différentes. Oui, j'ai étudié 2 ans. Mmh. C'était vraiment un parcours, une école technique pour apprendre à mettre les mains sur un objet. Ok. En particulier, moi, comme j'adorais le corps, je voulais pas être assise dans le laboratoire, j'adorais la pierre. Donc, je voulais travailler dehors, Ouais. au froid, au soleil, avec la poussière. J'adorais ça. Je voulais bouger mon corps, être engagée avec le corps. Donc, c'était toujours important pour moi. Donc, j'ai travaillé dans les monuments. Voilà, à 21 ans, je me retrouve à Venise, à restaurer la basilique de Saint-Marc, le palais des Doges, voilà, vraiment en Venise. Ouais. Voilà, des jardins, tout, vraiment, le tour des blocs, voilà, tout. Incroyable. Oui. Et donc, j'étais autonome financièrement et que c'est important pour moi. Et aussi, je faisais un boulot que moi, je pouvais pas croire d'être payée. C'est dingue. Ouais. Je vends, et encore aujourd'hui, j'aime, ça me manque. Mais voilà, pour le moment, je me concentre ici. Et donc, comme j'avais une autonomie financière, et aussi j'avais du temps, parce que la restauration, tu le fais de 8 heures du matin à 17 heures. Ok. J'avais une énormité, j'avais la moitié de la journée encore toute pour moi. Ouais. L'argent, l'âge, l'énergie. Tout, quoi. La vie. Donc là, si on repose le contexte, Sarah, elle est à Venise. La journée, elle travaille sur les monuments pour la restauration. À 17h, cours de danse du ventre, contemporain, accroché au machin, etc. Et donc, tout ça roule bien. Là, t'es bien dans ta vie. Oui. Et il y a un événement qui va te faire partir au Chili. Oui. 23 ans, je connais un amour important qui a duré 10 ans. Lui, il a trouvé un boulot au Chili, très bon, parce qu'il était bien payé. Il m'a proposé d'aller là. Moi, j'avais terminé ma thèse, partie ensemble en Amérique latine, parce qu'en Europe, il y avait un peu la crise économique. Nous aussi, on avait une crise de couple. Ok. On a dit, OK, on voyage. Ça va nous ressouder, quoi. Pas du tout, en fait. Mais c'était un peu voir qu'est-ce qui se passe entre nous. Je suis allée direct au Centre national de restauration à dire j'existe, c'est par hasard. Je suis arrivée dans le bon moment. Ils avaient besoin de moi. Et après 6 mois, j'ai commencé à travailler là. Waouh. Donc, pour la restauration d'art du Chili. Du Chili. Ok. Avec quand même une Italienne qui a amené donc des connaissances. Unique. Ok. Donc là, on est au Chili. En couple. Oui. Tu travailles, donc danse et le cirque. Tu m'avais parlé du cirque aussi. Et comment ça arrive le cirque? Parce que jamais t'avais fait du cirque avant. Non, pas du tout. Ça arrive parce qu'à la base, au Chili, tout le monde fait le cirque. Ah. C'est un peu, je sais pas, ici, comme le Pilates, je sais pas, mais. Waouh, le foot en France, le voilà. foot, c'est une activité assez accessible, facile et diffusée. Donc, je sais pas, je suis arrivée parce que tout le monde le faisait, j'avais la curiosité et voilà, j'avais envie d'essayer, j'avais la curiosité. La danse, c'était pas assez, donc Fallait un truc en plus, quoi. Si. Et pourquoi c'était pas assez? Parce que c'était pas assez physique? Fallait que tu te dépenses. oui, j'avais envie de de fatiguer, quoi. Oui, de fatiguer, d'explorer aussi. Oui, d'explorer. En fait, d'explorer un mouvement différent. Ok. C'est pas seulement, oui. Ok. Donc, on a la danse, le cirque. Donc, on continue travail. Ces pratiques corporelles et toujours des nouvelles. Voilà, la danse tribale. Toujours là à tester des choses. Et à ce moment-là, dans ton couple, comment ça... Bah, non, après, on a terminé. Ok. On a terminé. C'était, bon, un choix difficile, mais bien. Et en fait, là, je me suis plongée dans le cirque. Ok. C'est aussi pour ça que j'avais besoin de dépenser mes énergies ou de me concentrer dans une discipline, quelque chose.
En fait, c'est justement dans le milieu du cirque où je connais une autre personne. Je commence notre relation et ça serait une relation toxique, Ok. vraiment difficile, parce que en fait, jamais commencer une relation si on n'a pas vraiment Guéri de l'ancien. élaboré la Mm. relation passée. Ouais. Mais bon, je savais, mais après, voilà, C'est la vie. parfois on est attiré pour des choses qui, voilà. Et donc j'ai hésité. Après, je me suis retrouvée dans une relation que après, même si c'était toxique, probablement justement parce que c'est toxique, qui m'a permis de entrer dans un autre chapitre de Sarah Kiosterdi. Je repose le contexte. Si, Chili, nouveau mec, mes relations toxiques, oui, continue toujours la danse, à fond sur le cirque, mais cette relation commence à je trouve pas le mot, mais à t'impacter de plus en plus et à te faire te sentir mal. oui. Comment t'étais à ce moment-là et J'arrive à faire des gestes autodestructifs, on peut dire, je sais pas si on dit comme ça, ouais, autodestructeur. autodestructeurs, comme dire je vais me quitter la vie, je peux pas vivre sans toi, des choses qui ne correspondaient pas du tout à moi en fait. J'étais toujours sûre de moi mais là vraiment je suis tombée dans une déconnexion totale de moi-même. Ok. Totale. Et pour essayer de me rééquilibrer un peu, je cherche une naturopathe pour prendre des fleurs de bac. Ok. Commence un parcours et elle me dit, mais pourquoi tu fais pas de yoga? Je dis, ah, le yoga, mais non. Alors ouais, intéressant ça. Oui. Vas-y, fousse là-dessus. Pourquoi à ce moment-là, c'est quoi pour toi le yoga? Pourquoi tu dis non? Je savais pas du tout qu'est-ce que c'est le yoga. J'avais jamais ni regardé une vidéo, ni rentré dans une salle de yoga. Pour moi, yoga, mon idée, c'était quelque chose de perché, on va parler avec les ancêtres. Qu'en fait, c'est ouf. ok. Ouais. Et toutes les gens, l'harmonie et on s'aime bien. Voilà, je voyais quelque chose comme ça et sans bouger, j'ai dit je vais dormir là. Ouais. Et donc et en plus c'est incroyable parce que moi j'étais toujours très calme sans savoir. Parce que moi je sens que j'ai une énergie. Mais les gens de dehors me voient calme. Ça, c'est pas que je me vois calme, mais je pense que j'inspire une sensation de calme. Oui, d'apaisement. D'inquiétude interne, intérieure, je sais pas, parce que toujours, mais vraiment toujours, tout le monde me demandait, mais est-ce que tu fais du yoga? Est-ce que tu es prof de yoga? Je dis, mais yoga? Mais pourquoi le monde associe à moi le yoga? Je dis, mais pas du tout, franchement. Pas du tout. Je fais du cirque, la salsa, à quel instant, quoi? Mais pas du tout, mais c'est quoi ça? Et parce que les gens me voyaient dans l'harmonie. C'est fou. Je sais pas vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une quiétude interne. Hein. Toujours un peu ma relation, je pense, c'est le côté poisson. Ma relation avec la vie, un peu cette quiétude interne, voilà. Connexion avec l'univers. Et bon, donc elle te dit elle me dit du yoga et je dis ok, mais je fais pas. Je fais quelques mois de thérapie, mais après je laisse parce que quand j'allais mieux, j'ai laissé. Il faut continuer un peu. Donc je retombais toujours de pire en pire, jusqu'à un jour, je fais un geste plus concret pour pas vraiment pour me quitter la vie, mais comme pour aller à faire ça. Mais juste la roue où je voulais me lancer, c'est la même roue où habitait ma thérapeute. Ouais. Donc il y a eu quelque chose dans moi qui m'a dit non, donc chez ma thérapeute, c'était 8 heures du matin.
Et je frappe à la porte, je crie, et j'ai besoin d'aide, je veux me quitter la vie. Et vraiment, vraiment, je dis ça. Vraiment, je le dis. Je répète, elle était en train de sortir pour aller à son boulot et il m'a accueilli d'urgence. Moi, j'ai pleuré. C'est vraiment dans la tragédie. Elle me dit, OK, maintenant, tu commences le yoga. Elle te force, Elle me dit, moi, je dis, qu'est-ce que je dois faire? Elle m'a dit, premier exercice, le devoir, tu commences le yoga. OK. Même sans comprendre pourquoi, tu vas au yoga. Tu cherches, m'a donné des adresses. Il faut dire que la chance, c'est que à Santiago, c'est une ville de 9 millions d'habitants. Donc, il y a beaucoup d'options. Même s'il y avait pas trop d'options, mais là, il y avait une école, l'académie de yoga, qui donnait des cours toute la journée, dès 5 heures du matin à 22 heures de la nuit. Ah oui. Et il y avait des places à 1 euro. Je sais pas, 10 places par jour à 1 euro. Donc, si tu étais rapide, intelligente et vraiment motivée, tout organisé, et même si j'avais l'argent, tu pouvais t'organiser et prendre toutes tes places. Bon. Je commence, je vais en cours. Ça me fait du bien. Je me dis, mais j'attendais pas ça. C'est un peu plus physique de ce que je pensais. C'était quoi comme Yoga, Hatha Yoga. OK. C'est. En plus, c'était très bien organisé parce qu'il y avait des niveaux et moi, j'étais très débutante. Je suis débutante. Cours, OK. Après, j'ai dit peut-être 2 fois par semaine, peut-être c'est mieux. 2 fois par semaine. OK. Et en fait, ça va mieux. À un moment, je me dis, mais écoute, ça fait du bien, je vais tous les jours. Et donc, je commence à prendre les oreilles calées, mais je continue le cycle, la danse, le travail, j'avais 3 travail, voilà. Et ça m'a fait tellement de bien. Et j'ai commencé à aller 5 jours par semaine, ou parfois, même 6 et parfois 7. Parfois, j'allais tous les jours, même le dimanche, même à 5 heures du matin, avant le boulot, le soir, la pause. J'ai trouvé toujours la manière d'aller au yoga, presque tous les jours. Wow. Dans 2 mois, la prof qui m'envoyait tous les jours, eh bien, moi, elle me dit, mais t'es en bonne pratique, je pense que tu peux passer à l'autre niveau. Il faut dire aussi que, comme j'ai déjà dit, j'avais déjà un parcours physique et aussi, même si j'avais jamais fait la méditation, c'était un peu ma manière naturelle, organique de vivre dans le monde, un peu la contemplation, la nature. Moi, j'adore rien faire. C'est toujours facile pour moi, même si je fais beaucoup de choses, mais j'aime rien faire. OK. C'est un peu le bout de la méditation, donc c'était facile pour moi, en fait. Et là, elle me dit, mais non, tu peux passer à un autre niveau. Je dis, ouais, OK. Et je commence et ça me prend et je vois les bénéfices immédiats. Ouais. J'étais plus calme. Je pouvais gérer mes émotions. Qu'est-ce que ça veut dire, gérer l'émotion? Quand j'avais un dispute avec lui, ou par exemple la jalousie, ou tout ça, j'ai appris rapidement à me connecter à la réalité. Parce que parfois, les émotions sont vraiment Dans la tête. fantasy. Si. OK. Les émotions, souvent, sont vraiment nourries par des fantasies. Et nous, on peut construire nos fantasies. Les fantasies, on peut gérer ça. Si on apprend. Il y a des techniques pour apprendre ça. Donc, j'ai appris la visualisation, la respiration, la gestion des émotions, et j'ai commencé à dormir mieux, à apprendre à communiquer, à parler au lieu de crier, de casser les plats. À l'italienne. À l'italienne. Ma, basta! Moi, je cassais les plats, ça les, je dis tout. Et j'ai appris petit à petit à gérer les moments difficiles à niveau émotionnel, prendre ma place. Après, à côté, il faut dire que j'ai commencé à explorer tout, même les constellations familiales, là, vraiment tout. Donc là, il y a le moment où on fait un cours, tu te dis, ça me fait du bien. 2, 3, 4, 5. Tu t'ouvres pas que au yoga, visualisation, méditation. Et là, t'as envie d'aller
plus loin. beaucoup plus Donc, loin. constellation familiale, là, tu t'ouvres à un champ où jamais Non. t'aurais imaginé, et tu ne connaissais pas ces choses-là, ou tu les... Je dois dire que avant de partir au Chili, moi en Italie, j'avais c'est une amie de mes parents. Elle était pour moi comme référence. Elle était un peu différente des autres et elle faisait la réflexologie planétaire. Ça a elle-même testé sur moi quand j'étais enfant. Ok. Donc, j'ai un peu grandi, elle m'a un peu accompagnée, vu. Et elle était un peu en référence parce qu'elle cherchait des choses différentes dans son parcours. Et elle m'avait parlé de la constellation familiale. Donc, j'ai fait une constellation familiale avant de partir au Chili. Ok. Pour curiosité, pour voir qu'est-ce que c'est. Elle m'avait même donné un livre, je l'ai lu. Mais quand je suis arrivée au Chili, dans ces moments-là qu'on est en train de parler, j'ai cherché et j'ai trouvé vraiment une bonne guide sur ça. Donc, je me suis ouverte, mais surtout, après 5 mois, à peu près, je décide de devenir prof de yoga. Incroyable. Non, mais déjà, là, c'est faux, tu te dis, la vie, un truc où quand elle te le propose, tu dis non, t'as besoin d'être mal jusqu'au point où elle est sur ton chemin et elle te dit, là, maintenant, Sarah, t'arrêtes de déconner, tu vas faire du yoga. Et en fait, elle savait que c'était le truc, et c'est incroyable au moment où elle te l'aurait dit la toute première fois, si on t'avait dit, dans 1 an, à peu près, tu vas être prof de yoga, t'aurais fait, bah, blague. Mais rien à voir avec moi. Incroyable. Oui. Donc là, tu décides de devenir prof de yoga. Tu continues, tu avais toujours ton travail de restauration, de prof, etc. Oui. Là, tu te dis, je fais ça en plus. Oui, parce que aussi, ça m'a reconnecté avec quelque chose que c'était toujours important pour moi, mais que je l'abordais dans une autre perspective, que c'était le service. Et donc, le yoga, ça me reconnecte à la question du service. Ça me manquait, même si j'étais prof et tout ça, mais j'avais un peu laissé de côté toute ma recherche spirituelle, toute ma connexion qui est un peu plus organique, naturelle pour moi, mais j'avais jamais étudié, je pensais pas que c'était possible, j'avais aucune idée de tout ça. Et en fait, je suis entrée dans un monde complet qui vraiment me donnait une énormité d'inspiration pour étudier tout. Parce que quand tu entres dans le monde du yoga, surtout quand tu enseignes, tu étudies l'anatomie du corps. Après, tu n'es pas un médecin, un psychologue, mais tu étudies l'anatomie du corps, l'anatomie des corps. Donc, les corps subtils, l'énergie, la voix, aussi en éthique, hein, l'alimentation, des habitudes, par exemple l'ayurvédique, je savais rien de tout ça. Et là, j'avais 35 ans, en fait. Ah, c'est fou. Je savais rien de tout ça. Et en fait, là, après, quand je dis quand je dis oui, j'entre à fond. Ouais. Oui, il y a le côté, faut que je sache tout, faut que j'apprenne, donc. Et aussi, je m'applique. Moi, il faut dire que je suis vraiment un élève appliqué. Je suis une élève appliquée. Et j'aime aussi quand j'ai des élèves appliqués parce que je donne tout. Vraiment, quand je vois quelqu'un, je pousse. Et là, j'ai découvert que l'alimentation pouvait influencer les émotions, je sais pas, notre système nerveux. Je savais rien de tout ça. Et moi, dans ces moments, je venais un peu encore dans l'habitude alimentaire d'Espagne. Après 10 ans de l'histoire. Donc, bière tous les jours. À fin de journée, je buvais 2-3 bières, mais c'est normal pour moi. Bière, toujours plusieurs cafés dans la journée, sucre. Et là, avec ce cours de yoga, on commence à voir l'alimentation, les aliments qui donnent d'énergie, les aliments qui enlèvent l'énergie, les aliments qui te fait la tête un peu comme ça. Je dis, OK, j'arrête le sucre. J'ai arrêté d'un jour à l'autre le sucre. Café,
un café par jour le matin. À l'italienne, quand même. Bah, ça, s'il te plaît, au moins ça, parce que sinon, vraiment, c'est la mort. C'est quoi? Euh, Pas de viande rouge. J'ai vraiment arrêté la viande rouge. Et mon corps a changé. Tellement que ma mère, je suis rentrée, j'allais une fois par an, j'ai rentré une fois par an en Italie. Ma mère m'a vu changer ça. Je me dis, quand ta mère, elle te voit changer ton corps, je pense que ta mère, c'est la personne qui plus connaît un peu ton corps. Je sais pas, c'est une sensation que j'ai, je pense. Et elle dit, mais t'es changé, c'est passé quoi? Et c'est pas une question fitness, c'est vraiment aussi une énergie. On a aussi une énergie, c'est notre champ magnétique, c'est normal, c'est notre système nerveux. C'est rien, en fait, de percher, c'est normal, c'est physique. Et elle m'a vu changer. J'étais beaucoup plus harmonieux. Mon corps, il était plus harmonieux, même si j'avais toujours mes formes. Mais, tu te sentais mieux dans ton corps. Et beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme. J'ai arrêté de casser les plats. Namaste. Namaste, c'est plus de moi. Donc là, hop, tu te lances dans formation pour devenir prof de yoga. Tu découvres plein d'autres pratiques. T'as ton diplôme de prof de yoga, c'est ça on dit, diplôme de prof de yoga. Qu'est-ce que tu décides de faire derrière? Ok. Il faut dire aussi que le diplôme de prof de yoga a coïncidé avec la séparation avec le mec. Et donc, je me retrouve à devoir un peu gérer, cette rupture. Je vais pas de tout attendu. Prendre aussi mes responsabilités. Et avec ce diplôme de yoga. Je continue mon travail de restauratrice, de chimiste, parce que c'est un peu la base de mes finances. Mais je commence à donner des cours de yoga, en fait. Pour le plaisir. En fait, c'est plutôt pour le plaisir, c'est pas vraiment pour l'argent. Mais à côté, je continue l'exploration de la danse afro-latin, donc afro-cubaine, afro-péruvienne, je sais pas quoi, afro-cubaine, danse indienne, donc candienne de Sri Lanka, quoi plus, la salsa de tango, parce que là, je me suis plongée vraiment dans toute une recherche aussi sur la féminité. Ouais. Féminité, parce que je me retrouve, ça m'a détruit cette séparation. Une relation toxique m'a détruit aussi la rupture. Donc, je suis entrée dans un an de dépression. Je pleurais tous les jours. Mais heureusement, j'avais le boulot, j'ai avancé, j'ai progressé aussi. Mais surtout, je me suis mis dans toutes les typologies possibles, imaginables, des thérapies du monde. J'ai tout essayé, expérimenté sur moi, mais tout. Ok. De la pierre d'obsidian, des archétypes de tarot, tarot évolutive, méditation, yoga nidra, et le mandala, désigné, tissu, vraiment tout. Pour faire une liste comme ça de tout ce que j'ai exploré, essayé sur moi. Je sortais pour aller travailler, entraîner ou faire mes thérapies, j'ai rentré chez moi. J'ai eu rien que ça. Et donc là, le tango, par exemple, le salsa, c'est une danse à deux, des couples qui m'aidaient beaucoup à explorer de nouvelles perspectives, la corporalité, un couple dans un jeu, mais aussi un point intime. Donc, c'est pour ça aussi que je peux orienter les gens dans plusieurs possibilités d'exploration corporelle, individuelle, collective et en couple. J'allais très bien dans le corps, la danse, l'art, et je me sentais mal dans ce travail. Un travail que je faisais depuis 20 ans, pratiquement, que j'adorais. Et là,
mon corps commence à me donner des signaux et à 7 heures du matin, que c'est quand je me réveille tous les jours, j'avais mal au ventre. Avant le réveil. Ouais. Avant que le réveil sonne, j'avais mal au ventre. J'avais pas du tout envie de sortir, d'aller. Un travail que j'ai toujours vraiment fait avec une énorme de passion. Passion. J'étais toujours propositive, vraiment en passion. J'ai jamais douté sur ça. Mal, un jour, une semaine, quelques mois. J'avance beaucoup plus dans la danse parce que je suis engagée dans la compagnie. On fait des spectacles, des concerts, tout le monde qui me pousse. Là, j'avais 38 ans. Donc, c'est un petit peu un rêve, dire, même si j'ai 38 ans, mais je commence à pouvoir travailler de ça. Même si, en fait, là, je pouvais pas me payer la vie avec ça. Mais c'était un entrée à côté. Et voilà. Et là, je me dis, mais en fait, je veux me dédier à ça. Ok. Je veux me dédier à l'art. J'ai toujours pensé, mais sinon, on ne trouve pas l'argent par l'art. C'est parce que j'ai jamais dédié mon 100% de temps à ça. Parce que la restauration, j'ai toujours dédié mes études officielles, académiques, le diplôme. J'ai travaillé sur ça et c'est clair que l'argent n'entre pas là. Donc, je dis, OK, je vais ouvrir la porte à l'art et je vais fermer la porte à la restauration, plus ou moins, parce qu'après, j'ai maintenu l'université et l'école. Donc, je continue à être prof, mais c'était pour moins de temps. Ok. Mais j'ai décidé le Centre national de réservation. Ok. Et là, vraiment, je me suis lancée vraiment dans le vide parce que j'avais pas un plan B. Un plan B. J'ai pas fait des stratégies, pas tout. J'ai dit let's go, quoi. Oui, parce que j'en pouvais plus. J'avais quelque chose à côté, à niveau d'argent. Je me dis, OK, je peux soutenir 6 mois, 1 an pour faire une transition professionnelle. Un peu, il faut dire que l'ambiance latin, ça te pousse à faire des choix sans nécessairement stratégie structurée. Tu lances. Mais ça, c'était le 2019. Et le 2019, en octobre, au Chili, ça explode une révolution. Ok. Qui bouleverse le pays entier. Je me retrouve à travailler sans être payée pendant 6 mois. Et on a commencé déjà en octobre notre couvre-feu militaire partout. C'est vraiment une révolution militaire, censure dans les réseaux. C'est presque une guerre civile. Et dangereux. Et donc, voilà, tous mes projets de livres de l'art et de yoga, ça commence à être en plus. L'école de restauration ne me payait pas du tout. Ok. Je le continue comme vocation parce que je me dis, je veux que les étudiants continuent. Et moi, je n'étais pas du tout payée. Et là, octobre 2019, mars 2020, le Covid, ça fait que les écoles de restauration déjà ne me payaient pas, mais surtout on ne pouvait plus se voir pour entraîner avec les compagnies. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais ici au Chili sans pouvoir sortir de chemin? Je ne pouvais pas sortir le Covid, sans rien gagner, seule. Je me dis, écoute, au moins chez mes parents, parce qu'en plus, vous savez, l'incertitude totale. Et loin de mes parents, qui avaient son âge, je me dis, je veux pas qu'ils arrivent quelque chose, je suis loin. Je me dis, OK, je pars 2 mois et je vais en Italie chez mes parents et après je reviens, mais pour passer le moment. Donc, j'ai pris le dernier avion possible pour rentrer chez moi. C'est un avion qui passait par Paparazzi, c'était vraiment l'unique, c'était une odyssée rentrer. Je fais 2 valises juste pour dire OK, des choses plus importantes. Et en fait, je suis plus jamais rentrée chez. C'est ouf, ça. C'est ouf. C'est genre chapitre clôturé, finito, quoi. Ça. Oui, parce qu'après il y a le Covid, de toute façon on pouvait plus bouger, et puis après il y a ta vie qui s'est refaite donc en Italie, et après
il y a quand même fait qu'on se soit rencontrés, Oui. arrivé à Marseille. Donc tu arrives à Marseille avec donc cette personne-là. Tu parles pas français. Et donc là, bah, tu vas devoir, faut que tu te remettes en route, trouver un travail, etc. Donc, qu'est-ce que tu mets en place à ce moment-là en France? OK. Pour toute une évolution des mouvements, je me retrouve à connaître des danseurs italiennes, en fait, avec qui je collabore aujourd'hui. Ok. Et grâce à ça, une danseuse qui, elle comprend que je suis en galère et me propose de la remplacer dans des cours de pilates. Ok. Voilà. Et je commence à donner des cours de yoga. Et en fait, c'est là qu'on s'est rencontrés. Septembre 2024. C'est ça. Voilà. Et dans ce moment-là, j'étais en train j'avais commencé une formation en breathwork, dans la pratique de la respiration, parce que j'avais envie d'améliorer, et voilà, mon service. C'était toujours important pour moi de continuer mes formations. Ouais. Et aussi, j'étais toujours dans la formation de mouvement somatique, et que c'est voilà, ce pratique de conscience corporelle. Je mets toujours un peu tout dans mes pratiques. Même si c'est le cours de yoga, mais je mets un peu tout ensemble. Les gens ne savent pas, mais moi je sais. Et voilà, et j'avais besoin de cobayes pour le breathwork, et je propose en général, et Caroline, elle arrive. Je savais qu'elle allait se présenter, et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé notre connaissance. Et donc finalement, c'est à ce moment-là, quand tu arrives en France, parce que quand tu arrives en France, à aucun moment tu te dis je vais me mettre dans la restauration. Non, c'était clair pour toi. Moi, je vais maintenant dans le corps. J'ai envie d'accompagner les femmes dans la pratique du corps, parce que toi, comme tu le dis, tu l'as testé. Tu as besoin de tester les choses sur toi pour voir ce que ça fait. Oui. Et donc finalement, au Chili et en France, tout ce que tu as pu mettre en pratique auprès des personnes, qu'est-ce que tu vois que ça provoque chez les personnes, et en quoi ça permet de reconnecter justement le corps avec soi et avec sa confiance, et avec tout ce que ça t'a aidé toi aussi, quoi. C'est vraiment ce qui a poussé la compréhension que vraiment je peux accompagner la transformation des gens, c'est le breathwork. Ok. Parce que sur 4 cobayes, on dirait, à qui j'ai accompagné, vraiment, j'ai pu voir et aussi recevoir le témoignage de transformation importante. Donc, qui, à niveau énergétique, qui, finalement, je peux dormir 8 heures par nuit, qui, finalement, je me rends, ça, à niveau, incomprensiblement, je suis plus organisée. Ouais. Je nettoie mon espace, et j'ai besoin vraiment que mon espace soit organisé. Donc, il y a vraiment des réponses concrètes, rapides et différentes, chacun selon son parcours. Et je me dis, en fait, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît ça me plaît le fait et je reviens aux graines de quand j'avais 18 ans, que je voulais être missionnaire. J'ai dit, en fait, c'est ça. Moi, je veux accompagner les gens qui sont prêts et disponibles vers une transformation, vers sa meilleure version de soi-même, la transformation qui est prête à vivre et qui veut vivre, pour se sentir mieux, plus à sa place, plus dans son corps, et, et que ça soit mon boulot. Et donc, voilà, finalement, ça, la restauration, oui, c'est toujours quelque chose que j'ai un peu de nostalgie, je dois dire. Mais voilà, parfois c'est aussi la vie qui t'amène à quelque chose c'est ta vocation, ta mission. Et quand quelque chose est facile pour toi et ta passion, voilà, c'est tout aligné, arrivent les bonnes personnes, élèves, on dirait. Pas les élèves, mais bon. Ouais. Les personnes qui sont prêtes pour recevoir ton accompagnement. Donc, si je devais te demander justement par rapport à tout ce que tu as mis en place, que ce soit au Chili, avec le yoga, avec toutes les pratiques que tu as testées aussi,
Et c'est vrai qu'il y a une chose dont tu m'avais parlé avant, et là on n'en a pas parlé, c'est que même tu as organisé des retraites au Chili où tu mettais en place toutes les pratiques, que tu en as fait aussi à l'étranger. Ça, c'est vrai qu'on Oui, n'en a pas parlé, mais voilà, en Europe, où vraiment, quand tu t'es dit je me lance à fond là-dedans, c'était pas je donne juste des cours de yoga, c'est j'organise des retraites, je mets en place des choses, tu faisais des choses à l'étranger, et puis bim, il y a la guerre civile, c'est ça, ou la révolution, c'est quoi, révolution, guerre civile au Chili, voilà, qui arrive, plus le Covid, au moment où toi t'es go, je me lance là-dedans, qui tout te coupe. Tu reviens en France, bim, t'arrives à Marseille, tu te remets un petit peu dans les cours de yoga, et entre tout ce que tu as vécu, avec tout ce que tu as organisé, plus maintenant, aujourd'hui, avec le yoga et le brissoir qui est encore une nouvelle corde à ton arc, en quoi se reconnecter à son corps, ça change en fait ta relation à ton corps et à ta confiance? Qu'est-ce que tu as vu, toi, chez les autres, chez toi et chez les autres, qui fait que, euh, en fait, une fois que tu es bien dans ton corps, bah, Si. ça roule, quoi. Oui. Donc, dans tous ces parcours, il y arrivait un moment, autant qu'immigrante, je vis au Chili, c'est toujours douleur, hein. Mm. On a beaucoup de souffrance, on cherche, on va vers la liberté nous-mêmes, mais on est loin de la famille. Mm. Toujours la famille. Et là, avec toutes ces mes pratiques, hein, j'ai compris, ok, d'où je viens, je travaille sur l'identité, voilà, d'où je viens, d'où je suis, où je veux vivre, c'est quelle ma terre, voilà, machin, hein. En fait, chez moi, c'est mon corps. Et mon corps, c'est chez moi. Mon corps est ma maison. Mon corps est mon temple. Et là, c'était vraiment une clarté qui m'a placée dans le monde. Ouais, c'est ouf. M'a vraiment placée dans le monde. Parce que quand on voyage, on migre, on a toujours une fragilité interne par rapport à où je me place, qui je suis. Et là, quand tu entres dans le corps, t'as pas besoin de savoir qui tu es, ou définir une identité, parce que tu es un être qui existe dans 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 un système. Tu es partie et des représentations d'un système. Voilà, ça peut être un peu perché, mais c'est physique, c'est très concret. Ouais. Et ça commence à se voir dans la vie quotidienne. Par exemple, quand tu peux choisir plus rapidement, tu peux prendre des décisions, tu peux dire là oui, là non, cette personne oui, cette personne non, cette alimentation oui, cette alimentation non. C'est plus rapide, plus fluide la vie, plus facile. Et ça, je le vois aussi dans les gens que j'accompagne. Donc, quand il y a encore des gens qui m'écrivent après des retraites il y a des années, et qui me dit je suis devenue sexy. Ouais, tu sais, chacun son parcours, mais il y avait une fille qui, après mon retraite, et elle a redécouvert son sex appeal, par exemple. Elle avait besoin de se sentir mieux avec soi-même, belle. Elle me dit, j'ai les élèves qui me suivent, qui me cherchent, et c'est naturel. Une autre qui me dit, finalement, j'ai pu arrêter une relation qui me faisait pas du bien, mais j'étais là, j'avais pas le courage d'en sortir. Vraiment, être dans le corps, ça permet de prendre des décisions qui sont alignées avec toi-même dans ce moment. Parce qu'on peut changer. Ça aide, c'est pas que ça aide, ça permet vraiment, ça appuie la compréhension des priorités. Donc, aujourd'hui, pour moi, par exemple, ma priorité est la liberté, par exemple, l'indépendance, travailler moins de temps. Donc, moi, je vais organiser ma vie, mon boulot pour soutenir cette priorité. Peut-être qu'à un autre moment, pour moi, j'ai besoin d'avoir tout le temps occupé parce que ça me fait du bien, ça me fait sentir motivée, inspirée, active, en relation avec les autres. Donc, je m'organise pour ça. Et ça, tu peux le comprendre quand tu es connecté avec ton corps. Pourquoi? Parce que, niveau concret, si c'est un moment que j'ai besoin plus de liberté, souvent c'est un moment que tu as besoin plus d'introspection, par exemple. Comme je le comprends, parce que quand je suis avec les autres, je me fatigue. Je sens fatiguée, je me sens
qui me dérange quelque chose, j'ai des courbatures, j'arrive pas bien à dormir, mon système nerveux est un peu plus réactif. C'est physique, ça. Et donc, là, je comprends que j'ai besoin d'un peu plus de ton livre. Au contraire, et si je sens que ça me motive beaucoup, avoir beaucoup d'activités, des relations avec les autres, c'est justement quand je suis avec les autres que je respire mieux, que je vois la lumière dans mes yeux, que je dors bien, je me réveille motivée, je suis plus concentrée. Et ça, c'est le corps. Ouais, donc c'est arriver. C'est ça qui est, en fait, arriver à l'écouter son corps. Et c'est finalement ce que tu dis. Si je dis pas la bonne chose, tu me dis, mais c'est en se reconnectant à son corps par des pratiques corporelles qu'on apprend à écouter des signes qui nous ont toujours été envoyés depuis qu'on est petit, mais qu'on n'écoutait pas parce qu'on nous a jamais appris à écouter notre corps, qu'on va savoir ce qui est bon ou pas bon pour nous, en fait. Oui, c'est vraiment simple, oui. Ouais. C'est se connecter. Donc, justement, pour les personnes qui nous écoutent, si on devait leur donner un petit peu des outils ou déjà comment on sent qu'on est déconnecté de son corps. Première chose, comment on sent qu'on est déconnecté de son corps? Est-ce que tu as une réponse à ça? Oui. Donc, par exemple, on sent on peut comprendre qu'on est déconnecté de notre corps quand on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Par exemple, je vais faire un apéro avec une amie quand, en réalité, j'ai envie de rester chez moi à lire un livre. Ça, c'est être déconnecté de ton corps. Ok. Si tu fais une action que t'as pas envie de faire. Oui. Une action qui n'est pas nécessairement obligatoire. Ouais. Parce qu'on n'est pas obligé de faire un apéro avec une amie. Mais tu sais, toutes les relations sociales, et après, on se voit jamais. Mais ça génère une déconnexion de toi-même. Parce que tu vas pour l'autre ou pour, je sais pas, pour nourrir une relation. Mais finalement, tu vas pas être présent là. Tu vas être là pour l'autre. Ça, c'est un exemple d'être déconnecté de ton corps. Ou, par exemple, on sort à manger avec des amis. Tout le monde prend une bière. Donc, même si, quand je prends une bière, mon ventre se gonfle, je prends la bière parce que tout le monde prend une bière. Ça, c'est être déconnecté de ton corps. Oui, c'est faire une action pour les autres. Oui. Et pas en t'écoutant. Toi, t'as pas envie, mais comme socialement, il faut prendre une bière, tu la prends et tu sais que quand tu la bois, t'as aucun plaisir et rien du tout, quoi. Oui. Ok. Ce sont des exemples vraiment concrets, mais qui ça peut vraiment changer la vie. Et même ce que tu disais, je trouvais c'était intéressant parce que moi aussi ça m'était arrivé par rapport à ton corps où le matin tu te réveilles, t'as mal au ventre alors que tu dois aller bosser. En fait, finalement c'est être déconnecté parce que ton corps il est là à t'envoyer des signaux enfin on n'est pas censé avoir mal au ventre normalement. Donc là si t'as mal au ventre, c'est ton corps qui t'envoie un signal de ça va pas, arrête de faire cette action, ça va pas. Mais toi, t'es déconnecté parce que tu n'écoutes pas ton corps ou t'arrives pas encore à faire l'association entre un mal-être physique et à quoi c'est lié finalement, quoi. Mais en fait, si on regarde toutes les vidéos des gens qui ont fait une transition professionnelle, je pense que 80% des histoires commencent par je devais aller au boulot et j'avais mal au ventre. Mais vraiment, 80% des gens qui reviennent au corps. Il dit, mais je vomissais. Il y a un peintre en Italie qui il était ingénieur et il raconte son histoire. Aujourd'hui, il est peintre, il travaille que de la peinture. Il disait, moi, je me réveillais, je vomissais le matin. Moi, j'avais mal au ventre et ça fait partie du parcours d'un déclic. Et donc, si on n'écoute pas ces petits, par exemple, le ventre qui se gonfle ou une couverture, mal à la tête, qui sont des symptômes un peu plus légers,
Après, le corps commence à parler plus fort. Donc, on peut avoir des maladies, la pression plus haut, Ouais, ou finir sur des burn-out ou des choses comme ça, en des fait. burn-out, des intolérances alimentaires même, ou des problèmes à la peau, le corps parle. Et donc, justement, toi, en tant que vraiment accompagnatrice là-dedans, quels seraient, pour les personnes qui nous écoutent, qui seraient déconnectées, les premiers petits pas, les petites choses faciles à mettre en place, comme si on fait un petit peu l'analogie à toi ou le yoga, on t'a dit va faire du yoga et t'as dit ouais, ok, d'accord, ok, et puis t'as attendu d'être vraiment au plus mal. Quelles seraient les mini-actions à faire simples dans son quotidien, le matin, chez soi, ou etc., qui nous permettent juste de se reconnecter à notre corps? Des petites choses faciles, des petits trucs et astuces de Sarah faciles pour se reconnecter. Il y en a beaucoup, mais moi, je propose toujours de se reconnecter à la respiration. Et donc, une journée, au moment agité, quand on a une confusion mentale, ou on n'a pas envie de faire quelque chose, on sait pas prendre une décision, on peut s'asseoir, ou même si on attend le bus, on va concentrer l'attention sur la respiration. Si on ne sait pas le faire, on peut appuyer les mains sur les côtes et voir, tout simplement, observer que les côtes bougent. Ou peut-être aussi les côtes ne bougent pas, mais peut-être qu'on peut observer que les épaules bougent. On observe que le corps respire, même sans que nous, on le fait activement. Ça, je veux dire conscientement. Donc, le corps est toujours là pour nous soutenir. On peut même appuyer la main sur le corps et on voit que le corps toujours travaille pour nous, même si on décide pas d'avoir le cœur qui bat. Donc, des actions vraiment simples. Après, si on veut aller un peu plus loin, on peut compter, par exemple. Donc, on s'assoit, ou on peut au debout même, ou allongé. À la base, par exemple, on choisit la position on sent que c'est la plus confortable ou qu'on peut soutenir dans ce moment. Et on compte 4 temps pendant qu'on inspire. On compte 8 temps pendant l'expiration. C'est vraiment un exercice vraiment simple, mais qui déjà, ça active notre système nerveux parasympathique, donc ça nous calme, pour dire simplement. Et toujours qu'on est plus calme, on est plus lucide. Ouais. Oui. Parce que le corps seul, il reprend son équilibre des pressions sanguines, des respirations, des rythmes cardiaques. Et donc, tout reprend sa place et son ordre et son rythme. Et ça fait que, par exemple, le système nerveux, parce que le système nerveux, c'est un système électrique, ne soit pas plus vite qu'il y ait des autres systèmes de fonctionnement. Donc, nous, on a une confusion mentale et un burn-out quand notre système nerveux va plus vite qu'il y ait des autres systèmes. Donc, ça fait une confusion, ça fonctionne pas. C'est là qu'on entre dans la confusion, ou par exemple, on est bloqué dans une décision. Quand on est vraiment dans un burn-out, on ne peut même pas décider si on veut un café ou un jeu de paume. Je sais, moi, je l'ai pas vécu vraiment personnellement, mais j'ai accompagné des gens il y a tellement un burn-out au café, il ne s'est pas décidé quoi boire. Voilà. Et ça parce que intérieurement, il y a des équilibres. Donc, très simple, on respire, on compte 4 temps pendant qu'on inspire, on compte 8 temps pendant qu'on expire, et on essaie de sentir la température de l'air, ou même la sensation de l'air qui entre dans le nez, qui sort dans le nez. C'est un exercice très simple, très accessible. Le rythme des respirations, c'est ça le premier pas pour contrôler l'état émotionnel, l'état physique, l'anxiété, l'angoisse, la présence de la tête.
C'est le premier pas, c'est diriger la respiration. On a un partie de contrôle partiellement, on peut contrôler notre respiration. C'est ça l'art de la respiration. Et donc la gestion des émotions. Et c'est à travers le compte, on peut compter. Et compter, ça nous donne un rythme. Quand on a un rythme, quand c'est nous qui gérons le rythme de la respiration, on gère l'activation ou la relaxation d'un système nerveux. Donc, en fait, même faire le contraire, on est dans une dépression, un état dépressif, on n'arrive pas à bouger. On peut faire de manière de respirer plus activement pour activer le corps. Donc, la respiration, c'est la base pour se reconnecter au corps. Est-ce qu'il y a, donc ça, c'est des petits exercices qu'on peut faire au quotidien. S'il y a des personnes qui veulent justement aller plus loin pour se reconnecter à leur corps, et qui n'ont peut-être pas encore l'écoute du corps. Tu vois, toi, le yoga, ça arrivait comme ça. Moi, pareil, jamais de ma vie, j'aurais fait des sports calmes. C'était toujours faut bouger, faut bouger. Et pourtant, dans l'été 2024, j'ai le truc qui me pop de faut que tu fasses du yoga en fait. Et encore une fois, c'est comme si mon corps m'avait parlé pour me dire là, tu vas avoir besoin de ça parce que c'est à ce moment de ta vie que tu as besoin de ça. Et en cherchant, bim, je trouve le cours, bim, je tombe sur toi. Et en fait, c'est fou parce qu'en s'écoutant, tout arrive à point nommé, tu vois. Et même le brissoir, quand tu me dis voilà, je vais lancer ça et j'ai besoin des cobayes, vas-y, let's go, quoi. Tu vois. Et en fait, il y a 10 ans en arrière, tu m'aurais dit tu vas faire du yoga, du brissoir, je crois pas, non, tu vois. Et donc, comment justement pouvoir orienter, alors toi c'est ton travail aujourd'hui, de pouvoir justement avec toutes les pratiques que tu connais, orienter les gens dans tel type de pratique. Soit c'est passé par une coach comme toi, soit si les personnes ne sont peut-être pas à Marseille, tu vois, parce que toi tu pratiques aujourd'hui à Marseille, et après tu nous expliqueras vraiment ce que tu fais. Comment savoir vers quel truc aller s'ils ont pas encore la connexion où ton corps te parle et ton corps te dit c'est le yoga ou c'est relaxation ou c'est du breathwork ou c'est ça ou c'est ça. Comment on pourrait quelle pratique tu dirais de démarrer dans un premier temps et peut-être pas se mettre la pression obligatoirement sur il faut absolument faire du yoga, il faut Quel conseil tu pourrais donner pour quelqu'un qui a envie d'avancer là-dedans? Moi, je dis toujours, la vie, c'est un impro. Donc, preuve et erreur. Donc, je conseille de se mettre n'importe quelle activité, essayer. Peut-être il y a une activité qui t'appelle et sans penser, essaie, teste. Après, peut-être que ça te plaît pas, mais peut-être que justement tu vas là, après tu rencontres quelqu'un qui te parle d'une autre, tu vois un affiche. Moi, je te dirais de essayer de commencer pour une pratique. Tu vois, je sais pas, dans ton quartier, il y a une piscine, essaie la piscine. Et ça ne te plaît pas, après il y a le tango, une amie qui te parle. Moi, vraiment, je dirais de s'élancer sans peur, avec peur, avec une copine, avec une amie, avec son copain, au seul, mais tester. Vraiment, si on n'a aucune connaissance de rien, on peut pas être accompagné par un coach, une coach. Je te dis, teste, fais, preuve. Il y a toujours des cours d'essai, une petite retraite, je sais pas, un stage, un atelier. Fais. La vie, c'est fait pour être vécu, pour faire. En fait, c'est pour faire physiquement. Donc, fais, et après, si ça te plaît pas, c'est pas grave. Ça serait une heure où t'as compris que cette activité, ça ne te plaît pas, ou peut-être l'activité intéressante, mais pas ce prof. Donc, tu vas réessayer avec un autre prof. Ce qu'il faut dire aussi que c'est pas toujours la discipline. Parfois, c'est la personne qui te guide, qui t'accompagne, qui fait que tu t'accroches, que ça te change quelque chose. Donc, moi, j'invite à essayer, et même si on est timide, mais écoute, on n'est jamais obligé d'être dans la première ligne, voilà.
Non, mais t'as raison. Ça, voilà. Ouais. Comme toutes les choses, on teste. Après, si ça ne plaît pas, C'est pas grave, on quoi. continue Ouais, pas. non, mais je suis d'accord avec Voilà. toi. Tu vois, c'est comme la danse. Quand là, j'ai testé la danse, j'avais envie de faire la danse, le heels, donc sur talon. Et en fait, tout a connecté. La prof, la danse, etc. Tout était bon. Et j'avais pris un autre cours aussi, un autre soir. Et en fait, j'ai mis 4 mois à me rendre compte que j'y allais, mais pas avec la même envie que l'autre cours. Et en fait, je me suis dit, bon, de toute façon, force-toi, t'as payé le truc, t'as machin, et tac. Et en fait, en décembre, je me suis dit, non. Parce que t'as déjà payé. Mais en fait, quand t'y vas, t'as pas envie d'y aller. C'est ça, Donc, écouter le corps. Voilà. Et en fait, je me suis dit, stop. Et puis, je perdrais de l'argent. Alors, je vais voir si je peux pas le mettre dans un autre cours, tu vois. Mais c'est pas grave, ça me procure pas. Là, j'avais un truc de comparaison ça me procure pas. En fait, j'y vais en me forçant. Pourquoi? Voilà. Pourquoi on se force de faire des choses? Nous, C'est ça. Et donc, en fait, je me suis dit, stop, on arrête et j'y vais plus, quoi. Donc, c'est, vraiment, s'écouter, y aller. Et quand tout va bien être, voilà. Le yoga, bim, je me dis, hop, il y a toi. En fait, quand tout match, rien n'est forcé, en fait. Si t'as envie d'y aller, même si t'es fatigué, même si t'as passé une mauvaise journée, tu sais qu'après, t'es bien, quoi. Ça, c'est un chemin. Je me lance, je peux pas être coachée ou je cherche pas ça, je suis pas prête, ça m'intéresse pas. Mais sinon, il y a aussi le chemin, être accompagnée. Et donc, dans ces cas, moi, par exemple, je fais toujours, je commence par une évaluation de la personne pour connaître la personne, faire aussi, comprendre aussi, sa comment on dit, son système, comment il est organisé de la perspective ayurvédique. Donc, on prend son dosha. Dosha, c'est ta caractéristique énergétique, parce qu'il y a des activités qui sont plus suggérées pour des types d'énergie que des autres. C'est physique, c'est rien, vraiment, rien de perché. Toute une évaluation qui permet d'orienter, donc de ne pas perdre le temps, si on peut dire comme ça. Le coach sert à ça, un peu de t'orienter plus rapidement vers ce qui est mieux pour toi. Une évaluation et un accompagnement, mais toujours je peux orienter vers des activités que peut-être c'est pas moi-même qui fais. Pas nécessairement, moi je fais pas cours de tango et tout ça, je sais pas. Je peux orienter. Je te dis, pour toi c'est bien la boxe, pour toi c'est bien nager, pour toi c'est mieux, c'est bien dessiner, tu vois. Là, tu peux comprendre des choses quand tu vois pour le dessin de personnes. Et aussi, je suis en train de préparer un programme transformationnel et petit à petit, je le lancerai. Super. Donc ça, on pourra stay tuned. Ouais. Rester connecté. Et entre-temps, si on veut te découvrir, discuter avec toi, de toute façon, moi, je noterai dans la description de l'épisode ton contact Insta. OK. Et peut-être ton mail aussi. Enfin, si voilà, tu veux que les personnes tu préfères que les personnes te contactent, comme ça, il y aura toutes les infos Bien sûr. dans la description de l'épisode pour contacter Sarah, que vous soyez à Marseille ou pas. En fait, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, juste déjà de faire le bilan, ça permet de pouvoir orienter vers des pratiques que tu fais ou tu fais pas. Il y a des choses qui peuvent être guidées à distance, mais il y a des choses où voilà, si c'est fait du tango ou de la boxe, c'est pas toi, t'as pas les compétences, donc ça va être quelqu'un d'autre, quoi. Trop bien. Oui, j'accompagne même des gens du Brésil. Ouais, c'est ouf. Ouais, ouais. C'est trop bien. Français, italien, espagnol. Donc, c'est un public multilingue. Elle est là. C'est trop bien. Génial. Merci. Merci à Sarah pour cette première interview à deux. Merci de nous avoir partagé tout ton parcours. Et surtout, ce que je trouve incroyable, c'est que quand tu m'as raconté ta vie, je me suis dit, déjà, démarrer le yoga à 35 ans, je trouvais ça hallucinant, et après en faire un métier, tu vois. Pas que le yoga, encore une fois, il y a toutes ces pratiques. Et voilà, pour montrer en quoi, quand on est dans des moments où on se sent pas bien avec soi et qu'on a perdu confiance et perdu même confiance en la vie, finalement, il y a des choses qui permettent de se reconnecter à soi. Donc, ça peut être le sport, ça peut être les pratiques corporelles, ça peut être du coaching, enfin, plein de choses finalement. Et là, je voulais que ce soit toi qui nous partages ton expérience, parce que vraiment, ça
ouais, ça t'a guéri et ça t'a permis de te reconnecter, comme tu disais, à ta mission ou que tu avais vécue avant en te disant mais j'ai envie d'aider les autres là-dedans et donc on peut passer d'un métier très cartésien finalement à un métier qui est beaucoup plus corporel et sur voilà tout ce qui est énergétique. Trop bien. Merci Sarah. Merci. D'être venue. Un mot de la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin à partager ou pas? Respire. Breathe. Breathe. Trop bien. Merci.